Samedi dernier, le 15 de France a achevé les 12 travaux d'Hercule en abattant les Springboks, champions du monde en titre et dernière nation que l'équipe de Galtier n'avait pas encore rencontrée depuis sa prise de fonction. Face à la fureur sud-africaine, les Bleus ont souffert, plié parfois, mais n'ont pas rompu et ont affiché une solidarité à toute épreuve pour faire face aux faits de match et remporter cette victoire cruciale qui, à un an de la Coupe du Monde, avait tout d'un test grandeur nature. Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Quel match, bon sang. Ce 15 de France nous prouve toujours un peu plus qu'il a les ressources pour faire tomber n'importe quelle équipe et qu'il a une capacité de résilience à toute épreuve. Il y a beaucoup de choses à voir, on va y aller, mais avant j'ai deux choses à te dire. Premièrement, cette vidéo est en partenariat avec Natural Fit CBD, une jeune entreprise spécialisée dans le CBD bien-être et performance. Leur objectif, c'est d'améliorer le quotidien de chaque personne, en améliorant le sommeil, en diminuant les douleurs, en réduisant le stress, l'anxiété, en améliorant la récupération après le sport. J'ai pu tester leurs produits et notamment ça fait quelques temps que j'utilise leur baume de massage qui est franchement hyper bien fait pour la récupération sportive parce que personnellement j'ai des douleurs chroniques au cervical suite à une blessure en junior qui s'est mal soignée et en ce moment ce baume relaxant m'aide pas mal à détendre ma nuque, à diminuer les douleurs et à vraiment relâcher les tensions. J'en parle davantage en fin de vidéo, j'ai un code promo donc si tu veux en savoir plus, reste bien jusqu'à la fin. Maintenant que l'instant pub est fait, j'ai une deuxième annonce. En fait je voudrais mettre en avant la chaîne Amours du Maillot qui est tenue par un des abonnés qui s'appelle Idriss. Idriss donc qui m'a invité dans une émission pour faire un podcast, donc c'est hyper sympa de sa part et franchement j'ai adoré les 2 heures passées avec lui. On a parlé rugby, maillot, création de contenu sur internet et sur YouTube en particulier. Ça répond notamment à beaucoup de questions que vous me posez dans les commentaires. Donc merci à Idriss pour l'invitation, je vous mets le lien du podcast juste en description là et en commentaire et filez l'écouter après la vidéo. Bon, le moins que l'on puisse dire c'est que le match poussif après l'Australie ne nous avait pas forcément rassuré une semaine avant la réception des champions du monde en titre. J'avais notamment pointé comme point noir les attitudes des Bleus sur les réceptions de renvoi et sur notre capacité à sortir de notre camp rapidement et efficacement. C'était un secteur où Dupont et ses partenaires avaient été plutôt mis en difficulté face aux Wallabies. Et ce qu'on peut aisément dire, c'est que nos Bleus ont plus que redressé la barre face aux Sud-Africains à Marseille. Seule une faute de main d'Aldrit aura entaché nos sorties de camp, sinon le 15 de France est appliqué pour relâcher la pression dans ce secteur, là où au contraire les Sud-Africains ont été beaucoup moins propres que nous. Ils ont notamment été gênés plusieurs fois par le pressing défensif des Bleus, en particulier par celui de Woki, qui est bien que deuxième ligne est quand même assez mobile et permet d'aller rapidement mettre la pression sur le botteur. C'est vraiment un point que j'ai particulièrement scruté, parce qu'avec la tension de ce match, c'est très important d'assurer les sorties de camp pour éviter de s'exposer à la puissance sud-africaine. Et de la tension, on l'a vu, il y en a eu. Les Sud-Africains ont d'ailleurs enchaîné plusieurs erreurs dans les premières minutes du match, d'abord en commettant plusieurs en avance, ce qui est plutôt inhabituel venant de cette équipe, mais surtout ils ont franchi la ligne avec une agressivité à outrance. Vous voyez de quoi je parle, Peter Stuyvesant, carton rouge, ça a quand même pas mal infléchi le cours du match, sachant qu'il sort à la 12e minute, mais pourtant j'ai pas vraiment eu l'impression en tout cas que ces Boks ont vraiment souffert de cette infériorité numérique, d'abord parce qu'ils ont Kwara Smith qui est un ancien joueur de Sevens, qui est très mobile, qui est capable d'aller couvrir beaucoup de terrain pour éviter que la défense soit en infériorité. Mais surtout, ce qui pour moi a masqué ce manque, c'est que les Sud-Africains ont opposé une puissance de feu phénoménale qui a longtemps empêché les Français de trouver des solutions. On a vu une véritable guerre de tranchées où nos porteurs de balles se sont constamment fait agresser par des doubles voire triples plaquages. Alors on peut se dire que s'ils se mettent à 2 ou 3 pour plaquer un gonze, ça doit forcément ouvrir des espaces ailleurs sur le terrain. Alors oui, sauf que si t'avances pas et qu'en plus tu galères à avoir des rucks propres et donc des ballons rapides, t'as beau être en supériorité numérique, et ben tu peux pas l'exploiter. Et Fabien Galtier l'avait bien pointé dans la préparation de ce match. En fait ils mettent tellement d'intensité sur le premier rideau qu'ils imaginent que l'équipe adversaire elle n'a pas le temps d'être lucide et de voir qu'il y a de l'espace. Mais si on est bon sur cette phase de reconstruction qui est chaque fois les rucks, qu'on est prêt à regarder, on va trouver des espaces. En effet, l'Afrique du Sud, c'est typiquement l'équipe qui te laisse pas respirer, l'équipe qui te marque tellement physiquement que quand t'as le ballon, t'es dans une espèce d'effet tunnel où tu vois pas ce qui se passe autour de toi, t'es focalisé sur le monstre qui t'arrive dans la tronche, et donc tu évites de trop lever la tête et de regarder autour pour pas te prendre un bus qui arrive dans les angles morts. Et une stat est particulièrement frappante à ce sujet, 70% des rucks sud-africains ont pris moins de 3 secondes. C'est juste
énorme. Et c'est ce qui leur a permis notamment de nous mettre sous pression quand ils avaient le ballon. En comparaison, les Français, c'est seulement 54% des rucks où le ballon reste moins de 3 secondes. Et ce qui nous a surpris, c'est de voir la stratégie sud-africaine sur ce match qui a un petit peu évolué par rapport à leur rencontre précédente. Alors ils ont leur basique, on connaît, les chars d'assaut pour mettre l'équipe dans l'avancée, et dès que ça commence un petit peu à caler, on tape des quilles pour mettre la pression à la retombée et récupérer des pénalités, ça ils savent très bien le faire. Aussi, on s'appuie sur les mauls pour pousser l'autre équipe à la faute et marquer des essais. D'ailleurs, leur premier essai, c'est une merveille. Je sais pas si c'est fait exprès, mais Etsebet et Enche, ils recouvrent littéralement Colissi, qui garde le ballon bien au chaud dans le maul et qui le cache aux défenseurs français. Et il fait ça au lieu de le faire circuler au fond du maul pour le talonneur, comme c'est traditionnellement la stratégie sur ce genre de ballon porté. Ce qui fait que les défenseurs français sont complètement paumés, ils savent pas où est le ballon, ils savent pas où est-ce qu'il va surgir. Et on voit notamment Ntamak et Penaud qui sont complètement désabusés, même l'arbitre il s'attendait pas. Donc j'ai trouvé ce ballon porté redoutablement efficace. Mais non, là où les Box m'ont surpris, c'est sur leur volonté de faire jouer les ailiers Colby et RNC autour des mauls pour aller mettre de la vitesse dans les zones de fracture. D'ailleurs, l'ego de Jelonche en a fait les frais, mais surtout dans leur animation offensive globale, on les attendait davantage au centre du terrain, portés par les charges notamment de Damian De Allende, qui est l'un des plus gros porteurs de balles de l'équipe. Et finalement, dans les faits, ils ont pas mal tenté de nous surprendre avec des coups de pied derrière la défense et dans les angles. Bon, heureusement, nos ailiers ont bien fait l'effort sur les replis et ça n'a pas eu l'effet escompté, mais j'ai trouvé ça assez surprenant de la part de cette équipe qui montre quand même qu'elle peut faire évoluer son jeu pour s'adapter à l'adversaire, parce que d'habitude les box c'est surtout du combat, du frontal et du jeu en l'air. Mais maintenant j'aimerais bien quand même revenir sur l'essai d'RNC parce que je le trouve particulièrement intelligent. Donc clairement là on est à la 54e, les box, pour remettre dans le contexte, ils sont dans un temps fort. Ils viennent de nous mettre plusieurs fois à la faute sur des ballons portés, Dupont est sorti sur carton rouge après son contact en l'air avec Colby, notre défense est clairement en souffrance et ils appuient sur l'accélérateur. Pourtant le maul est bien contré cette fois-ci et les bleus sont appliqués au plaquage, on voit que la défense est en place, mais on voit cependant qu'un décalage subtil s'est créé sur l'intérieur, donc là d'où vient le ballon. Et on voit l'aile gauche qui est seulement occupée par des avants, en l'occurrence là sur cette image, Antonio et Jelon. Dans les faits, rien ne nous indique vraiment que les box vont y jouer, on voit le 10 Villemc qui est positionné dans le sens, prêt à faire jouer autour de lui notamment ses centres et sûrement De Allende qui est comme je le disais, un gros porteur de balle, mais regardez en fait qui se cache dans la profondeur, c'est le roux, qui officie comme un second 10, comme un second meneur de jeu, il attend patiemment son heure et il va appeler De Klerk au dernier moment pour inverser et attaquer le fermé. Il y a un 3 contre 2 à jouer, le roux a deux solutions, soit faire jouer Marx pour péter et s'appuyer sur sa puissance, soit faire la passe directement à RNC pour contourner Jelonche avec la vitesse, c'est la deuxième option qui est choisie, la défense est prise par surprise, mais surtout le geste en lui-même est très juste, une passe tendue à mi-hauteur pour son ailier qui prend Jelon de vitesse. Franchement cette passe ça paraît anodin mais je trouve que c'est techniquement très pur, très fluide et dans ce genre de situation c'est tout bonnement imparable. Et ce qui est assez intéressant c'est que ce mouvement là, cette circulation offensive précise, et ben en fait on va la retrouver juste avant l'essai de Falatea chez les bleus. Donc ça part d'une touche, on va chercher Jelon au loin et le bloc-saut va même légèrement sortir des 15 mètres pour gagner au plus vite le centre du terrain, même si les box défendent bien en réussissant à directement amener le sauteur au sol. On joue avec Movaka pour fixer et attirer les défenseurs dans le sens, mais regardez Jalibert qui est caché derrière 3 attaquants, en fait il anticipe l'inversion sur le temps de jeu suivant. Mais pourquoi inverser? Et bien d'abord parce que les box se sont fait aspirer vers le milieu du terrain, qu'ils ont délaissé le petit côté, en plus ils sont en infériorité numérique depuis le carton jaune de Foury, tandis que côté français, on a tout notre pack qui est dans ce secteur là, qui est en train de se relever, qui est en train de se remettre en place après la touche, et donc il serait un petit peu risqué d'aller directement jouer sur l'extérieur, parce qu'on se couperait en fait de nos soutiens. On voit notamment Vincent Koch, le pilier droit sud-africain qui appelle parce qu'il voit le danger, mais trop tard, Jalibert est déjà là, il attaque directement Reinach pour fixer et donner, et là le 3 contre 2 est parfaitement joué avec un Makalou des grands soirs qui déboule, se faisant péniblement reprendre par 3 Sudaf, Marx et De Allende ensuite, en tentant de ralentir le ballon, finissent par se mettre à la faute et offrent donc une précieuse pénale touche aux Français. Et là ça surprend un petit peu parce que les avants français vont faire une feinte de maul qui va permettre de fixer les avants sud-africains un temps, tandis que Lucu lui va servir Moefana plein fer. Le centre est repris de justesse et échoue à un petit mètre de la ligne, on va insister au ras avec les avants et c'est finalement son oncle, Sipili Falatea, qui parvient à aplatir l'essai de la victoire. Alors essai ou pas essai, personnellement moi je pense qu'il y est, ses genoux ils touchent pas le sol, il est pas non plus vraiment plaqué, donc tant qu'il est pas plaqué il peut faire un peu ce qu'il veut, et puis en vrai s'il avait été refusé ça m'aurait pas non plus vraiment choqué. Barnes en plus à ce moment là est coupé par un problème technique qui peut pas avoir l'avis de l'arbitre vidéo, donc il reste sur la décision
vision terrain, les Bleus reprennent l'avantage au score et scellent le destin de la rencontre. Et puisqu'on parle de l'arbitrage, le moins que l'on puisse dire c'est que Barnes a fait couler beaucoup d'encre avec ce match, notamment côté Sudaf. On doit être nombreux à avoir vu le sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus chouiner encore une fois sur Twitter. Perso, je pense que Barnes n'a pas fait un très bon match. Je parle pas que des Bleus, je parle des deux côtés. Il y a eu des moments où en fait il a fait des erreurs d'appréciation ou alors il a laissé passer des choses qu'il aurait pas dû. Nous Français, on retient notamment la faute a priori imaginaire sur Macalou. Pour moi, mon avis, c'est qu'il n'est pas vraiment maintenu au sol, donc il a le droit de se relever dans ce cas-là. Et moi, ce qui me gêne le plus dans les faits sur cette action-là, c'est plutôt l'attitude d'Arence qui essaye de tacler Macalou avec un coup de crampon. Ça, en fait, c'est pénalité. Ça aurait dû prendre le pas, je pense, sur la faute de Macalou. Mais bon, je suis pas arbitre, ça reste que mon avis. Après, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de revenir dessus. Les 2 cartons rouges, ils y sont. Mais des deux côtés, on a vu des attitudes, on a vu des contacts assez dangereux qui auraient pu être sanctionnés et qui ne l'ont pas été, ce qui a pas vraiment aidé à garantir l'intégrité des joueurs sur ce match. 5 protocoles commotion, on n'avait jamais vu ça. Il y avait même la queue pour attendre de passer les tests. On se serait cru dans une salle d'attente chez le dentiste. Donc après ce match, tout ce que j'espère, c'est que les joueurs vont bien récupérer, vont être bien pris en charge parce que ça tapait quand même très fort samedi soir. J'ai vu aussi pas mal de gens se plaindre du manque d'ambition offensive du 15 de France. Alors certes, on a un jeu de dépossession qui fait qu'on tente pas beaucoup de ballons depuis notre camp et qu'on est assez restrictif parfois, voire même souvent. Mais bon, là, c'est l'Afrique du Sud, hein. En face, t'as des tueurs qui attendent qu'une chose, c'est de te désosser. Donc tu t'amuses pas forcément à jouer la baballe, surtout quand tu subis les impacts. Tu essaies plutôt de jouer la sécurité et de mettre ton jeu en place tranquillement. D'autant plus que dans les faits, en vrai, on a eu quelques envolées qui sont pas forcément allés au bout, qui n'ont pas été très aboutis, mais on a quand même eu de belles occasions. On franchit 5 fois au total contre seulement 2 fois pour l'Afrique du Sud. Et une action que je regrette, c'est sur ce turnover où on récupère le ballon. Ntamak, là, il tape pas au pied. Franchement, ça aurait pu être la bonne solution parce que derrière, c'était déserté. En plus, à la poursuite, il y a Fickou et Macalou, donc c'est quand même 2 joueurs qui vont très vite. Et je pense que ça avait des chances d'aboutir, sinon au moins de mettre l'Afrique du Sud dans de mauvaises dispositions. Ou alors, à défaut de taper au pied, peut-être repiquer plus vers le centre du terrain, soit pour pouvoir libérer après directement pour un soutien, soit juste pour conserver le ballon et éviter de finir en touche. Mais bon, après, moi je dis ça depuis mon canapé, j'ai la vision aérienne et tout, je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quoi qu'il en soit, on a gagné, en plus avec un scénario vraiment pas facile, des box qui sont en mode survie et en sur-régime après leur carton rouge, mais aussi 5 joueurs cadres ou titulaires qui quittent la pelouse en 50 minutes, Baye, Antonio, Flamand sur blessure, mais aussi Dupont et Aldrit suite au carton rouge. On a pu montrer que même dans un contexte aussi tendu, aussi trouble avec les cartons rouges, avec les joueurs qui sortent sur commotion, avec Barnes qui laisse un petit peu tout se passer autour de lui, et bien en fait on peut s'adapter. En plus Lucu a parfaitement assuré l'intérim. Et en parlant d'adaptation, la rentrée de Macalou est juste une merveille. Parfois allié, parfois 3ème ligne, il était partout, soit pour amener le danger ballon en main, soit pour aller récupérer les types au plaquage. Avant ce match, j'étais encore un petit peu dubitatif sur sa position bâtarde entre 3ème ligne et ailier. Je trouvais qu'en fait c'était un petit peu de la branlette de Galtier de se dire oui non c'est pas un 3ème ligne, c'est pas un ailier, c'est un finisseur, c'est juste un joueur qui peut jouer n'importe où, etc. Je trouvais que c'était un petit peu un élément de com pour faire comprendre à Macalou qu'il serait pas titulaire. Donc j'étais pas convaincu et là force est de constater qu'il m'a agréablement surpris. Sûrement aussi qu'il avait à cœur de se montrer après le match face à l'Australie où le staff ne l'a pas fait rentrer. C'est pour moi vraiment le top sur ce match. Et si j'avais d'autres joueurs comme ça à créditer, bah je parlerais bien d'Olivon que j'ai un petit peu oublié suite à mon débrief sur l'Australie, donc excusez-moi. À Marseille ça a été un des rares à avancer, à avoir pu aussi récupérer un ballon au grattage, ce qui n'est pas chose aisée quand tu vois les autobus qui arrivent pour te déblayer. Sinon j'ai bien aimé aussi Moefana qui est tout de même plus un centre qu'un ailier, je trouve. Son replacement après la sortie de Danty lui a permis de plus s'exprimer, et comme Olivon il a su dominer les collisions, j'ai trouvé très convaincant ballon en main, et c'est aussi de lui notamment que vient l'arrachage qui mène à la victoire en fin de partie. Et c'était assez risqué de sa part parce qu'on est dans les 40 mètres, on n'est pas à l'abri d'une pénalité un petit peu foireuse comme ça dans les dernières minutes, mais techniquement c'est parfait, il n'y a rien à redire. Plaquage, je lâche, j'arrache et j'ai bien envie de le revoir en centre pour le prochain match. Et enfin, collectivement, notre secteur fort, c'est la touche. On a été propre sur nos lancers et en plus on réussit à contrer plusieurs fois l'alignement sud-africain. Vraiment la touche, c'est le secteur qui nous permet d'avoir une rampe de lancement pour ensuite aller marquer des essais. Maintenant, en direction Japon, on va pouvoir faire tourner pour faire souffler certains dont le corps doit pas mal grincer cette semaine. Après attention, les Japonais ont fait un non-match face aux Anglais, mais on sait pertinemment qu'ils peuvent nous surprendre, donc abordons-les quand même avec sérieux. Pour la boulette d'or maintenant, je pense qu'elle peut amplement revenir à Peter Stuyve du Toit, même si je pense que le fait que Smith le pousse alors qu'il est en position de déséquilibre, bah ça aide pas vraiment au fait qu'il puisse éviter Danty, mais je pense que dans les faits, il fait pas non plus grand chose pour l'éviter. Sinon, j'ai bien aimé ce déblayage ultra limite, voire même ultra violent de Mostert qui vise Macalou,
mais qui au final vient juste déconner son ailier Colby. Pour le geste d'or maintenant, j'en ai pas vraiment qui m'est sauté aux yeux, à part peut-être du coup la passe de Willy Leroux pour RNC, et sinon j'ai bien aimé ce plaquage in extremis de Lucu qui vient rattraper RNC sur la ligne de touche, bien aidé aussi par Macalou, il faut le dire. Donc dis-moi en commentaire ce que t'en penses, qui pour toi a le geste d'or et qui pour toi a la boulette d'or. Le 15 de France est désormais au sommet de la chaîne alimentaire, mais le chemin est encore long jusqu'à la Coupe du Monde. Et ce genre de match nous montre un petit peu le niveau d'agressivité, d'engagement et d'intensité auquel on doit se hisser si on veut pouvoir toucher le titre suprême. Dis-moi en commentaire quel est ton ressenti par rapport à ce match, quel joueur t'a impressionné, lequel t'a déçu. Je sais qu'il y a pas mal de choses à dire encore, mais j'ai pas pu non plus tout aborder parce que voilà, je suis obligé de faire des choix, sinon la vidéo elle prendrait 40 minutes. Donc n'hésite pas à échanger avec moi et avec les autres abonnés en commentaire. Je vois qu'il y a une petite commu de gens qui commencent à se créer, qui donnent son avis de manière constructive, argumentée et bienveillante, et franchement ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a plein de gens comme ça qui sont passionnés et qui interagissent entre eux. Je trouve ça vraiment très plaisant à observer. Donc vraiment merci à vous tous et à vous toutes d'être aussi actifs. Un grand merci également à Natural Fit CBD qui sponsorise cette vidéo. Je l'expliquais en intro, Natural Fit CBD propose des produits pour améliorer le bien-être au quotidien grâce aux propriétés relaxantes, anti-stress, anti-douleur du CBD. Donc c'est pour tout le monde, mais pour les sportifs c'est particulièrement intéressant quand tu vises des objectifs de performance parce que ça améliore ta récupération après l'effort. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà présenté leurs huiles qui permettent de se relaxer, de se détendre et de mieux dormir. Mais là, en ce moment, ce que j'utilise le plus, c'est ce baume de massage pour soulager ma nuque et mon épaule. C'est à base d'huile de coco et aussi bien sûr de CBD, donc ça sent hyper bon, c'est hyper agréable au toucher et à utiliser, et moi vraiment ça m'aide à relâcher la tension dans mon cou et à diminuer considérablement les douleurs. Même si bien évidemment ça remplace pas une consultation chez le médecin ou chez le kiné, crois pas que c'est ça qui va te guérir une hernie discale. Je t'invite vivement à aller faire un tour sur leur boutique, en plus grâce à mon code LOVALISTE, en ce moment tu as 10% de réduction sur tous leurs produits. En plus ils sont engagés contre la déforestation, ils reversent une partie de leurs bénéfices à des assos qui luttent contre la destruction de la forêt, donc franchement c'est que du bon. Bref, si la vidéo t'a plu et que t'es encore là, tu sais comment faire pour m'aider à me développer. C'est un pouce bleu, s'abonner, lâcher un petit commentaire, activer la cloche, me faire connaître autour de toi, autour de tes potes, dans ton club, etc. Et franchement, c'est le meilleur que tu puisses faire. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé, on se dit à la prochaine. Bye Lovali.